Bonjour, bienvenue sur le webinaire de l'atelier du jour d'après. On reçoit Dominique Bourg. Nous laissons les spectateurs arriver les uns après les autres avant de commencer formellement. Moi-même, je suis François-Michel Lambert, député écologiste des Bouches-du-Rhône. J'ai été élu en juin 2012. Je suis aussi engagé sur le sujet de l'économie circulaire, puisque je suis président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, dont un atelier aura lieu cet après-midi, porté par mon collègue Hubert Julien Laferrière, atelier qui est à 16 heures. Vous trouverez toutes les informations sur le site du jour d'après. Je continue à laisser les spectateurs nous rejoindre pour commencer ce webinaire. Donc, je vous demande quelques minutes. Je vous suivrai. Vous avez différents moyens d'expression à travers la conversation, l'outil converser, ou en levant la main. Vous pouvez aussi applaudir. Bref, on va rendre ceci vivant. Nous avons 1 heure. Donc, Dominique va nous présenter sa perception de la crise, de l'après, des enjeux. Et on prendra des questions-réponses. Je ferai une petite introduction sur Dominique. Je vois que les spectateurs continuent à nous rejoindre sur l'application Zoom, mais également sur Facebook. Hop, ça continue à venir. On va prendre les 5 minutes de délai à peu près. J'en profite pour répondre. Vas-y. Oui, pendant que les quelques minutes passent. Le jour d'après, je crois que si vous êtes présent, c'est que vous connaissez le jour d'après. Peut-être certains le découvrent grâce aux communications diverses et variées que nous avons mises en œuvre pour faire savoir cet atelier. C'est une initiative portée par plus de 60 parlementaires, des députés, des sénateurs, beaucoup de bords politiques, mais qui se retrouvent sur la question de co-construire ensemble. Ensemble, ce n'est pas les parlementaires seuls, c'est co-construire ensemble avec les citoyens, les forces vives, évidemment les élus, une vision de la société. Et c'est pour ça qu'on accueille Dominique Bourg. Donc, je vois qu'apparemment, il n'y a plus d'entrée de spectateurs, donc pas vous faire trop patienter, et parce que nous n'avons qu'1 heure, je vais donc lancer nos échanges. Donc, merci Dominique d'être présent ce matin pour que nous puissions échanger sur évidemment la crise dans laquelle nous sommes. Toi qui es philosophe, qui est professeur émérite à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne. Tu as été président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et tu as même touché à la politique par ton engagement en tête de liste aux européennes, d'une liste en France, mais d'une liste de dimension européenne, Urgence Écologie. Dominique, cette crise, on va poser la question que tout le monde pose depuis 2 mois et depuis le jour où la France est rentrée en confinement et où les chiffres planétaires sont arrivés. Tu as été surpris, je présume, mais quelle est ta perception sur ça? Et puis, comment tu la recontextualises par rapport à ce sur quoi tu alertes depuis tant d'années, à ce sur quoi tu estimes que nous devons mettre en œuvre cette transformation écologique de la société. Merci. Merci à toi, Michel. Mais juste quelques mots. Oui, bien sûr, j'étais surpris. Tout le monde a été surpris, même si dans la littérature, on savait très bien qu'on était dans une posture sanitaire qui rendait possible, en tout cas les épidémies, voire des pandémies. Et là, une pandémie, mais non seulement la surprise, mais finalement, j'en profite aussi pour montrer un peu comment fonctionne notre esprit humain, parce que
En fait, depuis le mois de janvier, enfin disons courant janvier, on aurait dû commencer à comprendre. Si les Chinois avaient été plus corrects, on aurait compris avant. Mais janvier, on commençait à avoir des éléments qui nous montraient que c'était quelque chose de potentiellement très très dangereux. Février, bah, évidemment, ça commençait à se répandre et il a fallu qu'on ait des morts qui s'accumulent en Lombardie pour qu'en gros tous les gouvernements européens réagissent. Et ça, c'est quelque chose de très très étonnant parce que ça nous montre bien comment on fonctionne finalement. Tant qu'on n'a pas le nez sur un danger, on a beaucoup de mal à réagir. Et là, si effectivement nos gouvernements ont réagi, ben c'est parce qu'ils ont vu, alors avec l'Italie, que ce que pouvaient leur dire les épidémiologues se vérifiait et que s'ils n'agissaient pas, eh bien, ils se seraient retrouvés confrontés avec disons une saturation totale du système de santé dans les différents pays européens, avec une surmortalité. Vous avez vu ça. Alors, l'INSERM a sorti non, je crois que c'est l'Institut Pasteur. Je ne sais plus si c'est l'Institut Pasteur ou l'INSERM qui a sorti jusqu'au chiffre de 250 000 morts en France, mais par exemple, l'Imperial College était plus haut. Bon, peu importe. Mais effectivement, si on n'avait rien fait, ça aurait été une catastrophe gigantesque. Et évidemment, de la part des gouvernants, ça aurait très vite tourné au pénal. Et là, justement, on voit la différence majeure entre le climat et le Covid. Le Covid, on a le nez sur les difficultés, l'imputabilité est directe, et donc le sens des responsabilités ne peut pas du tout être détourné, puisqu'il est en quelque sorte immédiat. Si vous regardez du côté du climat, si on prend des mesures draconiennes aujourd'hui, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de le faire comprendre. Et si je n'en prends pas en tant que gouvernant, quel est mon problème? De toute façon, ce que je décide aujourd'hui en matière de climat aura des incidences entre 20 et 30 ans plus tard. Donc, vous voyez bien que là, il y a un piège, il y a vraiment un piège tragique dont il faut totalement prendre conscience. Ça, c'est, je dirais, la première leçon qu'on peut tirer du Covid, par la différence entre... dans les deux cas, on a affaire indirectement à un problème environnemental. Si la Chine avait réagi différemment et si on avait, nous, réagi mieux, si on avait réagi comme les Coréens, etc., ou comme encore mieux les Taïwanais, eh bien, effectivement, le problème n'aurait pas pris cette ampleur. Mais quand même, on a bien là, je vais revenir, un problème qui nous vient de notre destruction des écosystèmes. Et on voit la différence fondamentale entre ce cas sanitaire et le cas plus général du climat, bien sûr, sur lequel je reviendrai. Deuxième leçon qu'on peut tirer de cet épisode Covid, bien, c'est qu'il vient vraiment infliger un démenti cinglant au credo propre à la modernité. Le credo propre à la modernité, c'est que, je dis forçant un peu neutre, mais c'est que la nature n'existe pas. En tout cas, la nature est neutre. En d'autres termes, nos techniques peuvent lisser, surmonter toute forme d'obstacle naturel. N'oubliez pas que pour l'économie néoclassique, il n'y a aucun problème de ressources, par exemple, puisque les ressources qu'on consomme, eh bien, si jamais elles viennent à disparaître, on y substitue du capital reproductif, des techniques. Ça, c'est le fondement même de notre culture. Et là, je dois dire que vous avez quelques brins d'ARN et vous avez l'économie mondiale qui se transforme en chien de chasse à l'arrêt. Ça, je dois dire que c'est assez époustouflant. Et évidemment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et personne, en fait, ne s'attendait à ça, même si on a pu évoquer ça et là, la possibilité d'une pandémie. On reste des esprits humains, il faut vraiment qu'on ait le nez dessus pour que vraiment comprendre. Et là, c'est quelque chose de terrible. Et malheureusement, le terrible et le tragique de cette situation, on va seulement commencer à le mesurer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Vous voyez très bien qu'on ne peut pas, que même la sortie de confinement du 11 mai, c'est une sortie conditionnelle, c'est une sortie très partielle, qu'on va devoir vivre pendant des mois, tant qu'on n'aura pas un vaccin, et encore, il va falloir vacciner 8 milliards, vous imaginez que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. En plus, on a probablement un virus assez instable, un peu comme une grippe, donc il va falloir reproduire le vaccin régulièrement. Vous avez vu que l'immunité semble
Enfin, apparemment, quand elle a lieu, elle ne semble pas pérenne, hein, elle semble vraiment limitée dans le temps. Donc, on va devoir vivre avec cette chose-là sur le temps moins moyen, si ce n'est long, on verra bien en fonction de ce qu'on arrive à faire en termes de vaccination. Mais là, vous avez vraiment un démenti. Ben non, non, nos techniques ne peuvent pas tout faire. Alors évidemment, la leçon qu'on devrait tirer là, on peut la tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortement sur le climat. Et j'ai d'ailleurs bien peur qu'on en fasse très rapidement l'expérience. Imaginez que, ben évidemment, fin juin ou même courant juillet, on s'aperçoive que ça remonte, ce qui n'est absolument pas impossible. Hein. Et bien à partir de ce moment-là, on devrait être confiné à nouveau, hein, et confiné qu'une canicule. Vous imaginez le bonheur qui serait le nôtre et le côté complètement explosif, socialement, il commence à se montrer, mais socialement explosif d'un confinement. Espérons qu'effectivement, avec des tests massifs, on évitera ce genre, ce genre de choses. Et donc là, vous voyez très bien que notre société se nourrit d'illusions. Là, d'ailleurs, on entend moins les transhumanistes, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais qui nous promettaient qu'on allait tous devenir immortels. Et finalement, c'est l'économie mondiale à l'arrêt par quelques brins de rêne. Il y a un côté ridicule, il devrait se taire maintenant, mais vous savez, le ridicule n'a jamais tué personne. Vous avez vu qu'il remonte à nouveau. Mais bon, donc voilà, première réflexion, si vous voulez, la situation dans laquelle on est. Et vous voyez aussi la difficulté qui est la nôtre, parce que, je vous le rappelle, le climat qu'on aura en 2040, et je vous rappelle que le climat qu'on aura en 2040, eh bien, on en a déjà décidé aujourd'hui, hein, j'insiste énormément là-dessus, abandonner cette histoire des 1,5 degré, on avait peu de chances de les atteindre, mais en plus, il aurait fallu dès 2018, dès la fin 2018, prendre le taureau par les cornes. En fait, aujourd'hui, nous avons dans les tuyaux un réchauffement moyen de la température au sol sur Terre de 2 degrés en 2040. Ça, maintenant, on n'y peut plus grand-chose. N'oubliez pas que quand on émet des molécules de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elles n'expriment rapidement qu'un tiers de leur pouvoir de réchauffement. Les 2 autres tiers, elles les expriment avec différentes rétroactions positives et ça met des décennies. Donc, en fait, encore une fois, je le répète, la température que nous aurons en 2040, nous en avons déjà décidé. Et personne n'en a assumé la moindre responsabilité. Je vous rappelle la comparaison, la différence qu'il y a avec le Covid. Alors, je voudrais revenir quelques secondes sur ce que ça signifie, ces 2 degrés. Vous avez vu déjà, vous savez qu'aujourd'hui, depuis 2018, on est à 1,1 degré de réchauffement, et qu'en fait, la température moyenne sur Terre s'est réchauffée de 9 dixièmes de degré depuis, disons, le début des années 80. Donc, en 40 ans, on a pris 9 dixièmes. Normalement, 9 dixièmes, quand on passe d'une période glaciaire à une interglaciaire ou vice-versa, c'est en gros 1 degré tous les 1000 ans. Là, je vous rappelle qu'on a pris pratiquement 1 degré en 40 ans. Et vous avez entendu ce que je vous ai dit après, on est à 1,1, on va être à 2, et ça, on n'y peut plus grand-chose en 2040. Ça veut dire que la température va continuer à se réchauffer de 9 dixièmes de degré dans les 20 ans qui viennent, donc 2 fois plus vite que ce qui s'est produit les 40 années écoulées. Vous avez constaté aussi que depuis 2018, et c'est pour ça que très probablement, c'est pour ça que la mobilisation sociale en matière de climat a quand même changé. Et vous avez vu que dans un dernier sondage, récent sondage d'opinion publié par Le Monde, en pleine pandémie, le climat reste la 3e préoccupation des Français. C'est très étonnant. Hein. Il faut bien avoir ça en tête. Et les gens n'ont effectivement absolument pas tort. Comme je l'ai dit, on peut probablement éprouver les deux à la fois, hein, dans les semaines qui viennent. Mais regardez ce qui se passe. Vous avez l'Australie. Vous avez vu l'Australie. Vous en avez en Californie, vous en avez ailleurs. Vous avez des méga-feux. Pourquoi méga-feu? Parce que la chaleur au sol n'a plus rien à voir avec un feu traditionnel. Ça peut être 8 à 10 fois supérieur. Vous avez des inondations hors normes. Pensez à Harvey, dont le coût a été presque 200 milliards de dollars. Et pensez au fait qu'effectivement, j'étais en train de vous lire, j'ai oublié de finir ma phrase, depuis 2018, vous avez 2 saisons, grosso modo. Vous avez une saison tiède,
Autrefois, ça s'appelait l'hiver, un bout d'automne, un bout de printemps. Et puis, vous avez une saison chaude. C'est ce qui était remarquable en 2018, en 2019. C'est que dans l'hémisphère nord, pareil pour l'été austral, dans l'hémisphère nord, pendant notre été boréal, on a en fait un fond de chaleur continu. Ça redescend très peu. Et vous pouvez avoir des canicules assez accentuées à plusieurs endroits dans l'hémisphère nord, ce qui était autrefois absolument rarissime. Bon. Et vous avez vu, par exemple, pour l'Australie, à l'issue de la saison des récoltes de cette année, 2019-2020, eh bien, les récoltes de riz et de sorgho ont diminué de 60%. Il est fort possible que dans la décennie, on ait une ou plusieurs années avec 2 points très affaiblis sur un plan de la production agricole sur Terre, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème de disponibilité alimentaire en termes de production mondiale. Là, on pourrait l'avoir. Il est même assez probable qu'on les ait. Ce n'est pas très malin que la France, en ce moment, vende tout son blé, alors que la Russie a cessé toute exportation de blé. Mais enfin bon, les desseins du Seigneur sont impénétrables. Mais bon, donc là, on rentre dans une situation qui est une situation de grande fragilité. Et moi, je veux bien qu'on reprenne une reprise classique, par exemple, qu'on finance à hauteur de 20 milliards l'automobile, etc., sans contrepartie écologique. C'est d'une absurdité totale, parce que, évidemment, on va arriver à un niveau d'endettement gigantesque, comparable à celui que l'on connaît à la sortie d'une guerre. Et effectivement, si on met un paquet d'argent sans aucune contrepartie environnementale, c'est autant d'argent qu'on sera incapable à mettre dans, si vous voulez, un investissement écologique qui est pourtant fondamental aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, la donne dans laquelle on est en train de s'enfermer. Je ne veux pas du tout minorer les difficultés gigantesques dans lesquelles on va entrer, qui vont être diverses. Elles vont être économiques, mais elles vont être aussi sociales et psychologiques. Là, vous savez que dans certains quartiers, c'est déjà très difficile. Et vous imaginez que, évidemment, comme il y a une forme de semi-confinement qui va continuer, etc., et un confinement plus fort qui peut revenir, etc. Bon, donc tout ça ne va pas faciliter les choses. On est à un moment d'extrême fragilité et une fragilité qu'on va accroître si nos investissements ne prennent pas en compte un peu plus loin que les strictes nécessités énormes, je le sais bien, de la sortie de crise. Et ça, pour moi, c'est vraiment un souci énorme. Et je vous renvoie à ce que j'ai dit en commençant, à savoir que si on ne sait pas réallouer correctement nos investissements aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas en étant encore plus appauvri et comment dire, assommé probablement dans la décennie par des difficultés qui vont être croissantes qu'on va pouvoir le faire. C'est peut-être le dernier moment où on avait encore un peu de latitude pour anticiper une planète qui va devenir de plus en plus difficile à vivre. Je vous rappelle que si on a 2 degrés, que vous voyez bien ce que ça signifie, 2 degrés, ça signifie que dans toute la zone intertropicale, on a une probabilité non négligeable d'avoir plusieurs jours dans l'année où l'accumulation chaleur-humidité fait que nos capacités de régulation thermique sont saturées. Voilà, on a une température interne qu'on n'arrive plus à évacuer. Nous sommes des machines thermodynamiques. Si je n'évacue pas la température interne, évidemment, je me réchauffe. Et si, comme vous le savez, si je dépasse les 41 degrés, eh bien, je les dépasse définitivement et je n'ai plus l'occasion de revenir en dessous. Donc, ça, c'est évidemment à 2 degrés. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, les méga-feux. Alors aussi, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, ce que nous montrent aussi les nouveaux modèles, c'est que le régime des pluies va être plus perturbé qu'on ne le croyait, avec une aridité croissante dans une grande partie de la planète, et en tout cas la partie la plus productive en termes agricoles. Tout ça n'est pas très, très rassurant pour la décennie qui vient. Donc, je sais bien, c'est même si l'esprit humain a du mal à se projeter dans le futur, n'oubliez pas que ce qu'on va décider maintenant, dans cette sortie de crise, en fait, préempte très largement les capacités qui seront les nôtres ensuite d'adaptation. Et ça, je pense que ça n'a pas été compris et c'est le message essentiel que je voudrais faire passer. Alors, Michel, on peut peut-être passer aux questions, si… Merci Dominique. On va passer aux questions, mais je vais te redonner quelques secondes pour que tu complètes sur un volet qui est attendu.
c'est le lien à la solidarité. Tu as alerté, tu as rappelé la trajectoire dans laquelle nous sommes, mais quelle nouvelle forme, et c'est le rôle de notre démarche le jour d'après, quelle nouvelle forme nous pouvons aussi imaginer de démocratie et de solidarité. Sur ce point, comment tu penses qu'on peut coupler les réponses à l'urgence écologique avec une nouvelle approche? On parle de la Convention citoyenne climat, mais on parle aussi, dans un tout autre domaine, de ne plus monter les peuples les uns contre les autres, mais de savoir, au contraire, travailler de façon fraternelle. Alors, certes, ce sont des beaux mots, mais comment toi, tu le sens, cette partie? Ah bien, là, c'est pareil. On a, avec la crise du Covid, on a un exercice grandeur nature. Déjà, effectivement, lutter contre une pandémie, ça suppose un civisme. Et ce civisme, il a pour objet la solidarité. C'est-à-dire, plus on a une attitude civique, et plus effectivement on redescend le fameux taux RO, c'est-à-dire le taux de diffusion du virus d'une personne à plusieurs autres. Et comme vous le savez, ce qu'on cherche à faire, alors on l'a fait avec un confinement brutal parce qu'on n'a pas pris les choses assez tôt et on n'avait pas de tests, pas de masques, etc. Mais ce qu'il va falloir, c'est quand même reprendre une vie un peu plus normale, pas totalement, et donc avec des gestes et des moyens techniques qui vont nous permettre quand même de redescendre sans complètement mettre l'économie à l'arrêt, le taux de diffusion. Ça suppose un civisme extrêmement important. Et ce civisme-là, c'est l'autre versant de la solidarité. Et donc, quand on a une pandémie, bien finalement, soi-même, on joue par sa conduite, on a un effet sur la diffusion au groupe de la pandémie. Donc, on est dans un exercice de solidarité totale. De même, une pandémie, si un pays pense qu'il va pouvoir se défendre tout seul, c'est absurde. Ou alors il s'isole complètement du reste. Et donc, il y a moins certains pays qui ont compris. Si on n'aide pas d'autres pays, alors en fait, tout le monde craignait pour l'Afrique, c'est plutôt aux États-Unis que la chose est dramatique. Mais bon, sans solidarité internationale, sans circulation de l'information, sans effort de recherche internationale, si vous voulez, tous nos problèmes d'environnement ont tous une dimension globale fondamentale. Bien sûr, à commencer par le climat, hein, les gaz à effet de serre en 3 semaines sont totalement brassés dans l'atmosphère et la chaleur moyenne qui monte est totalement indépendante de la responsabilité de ceux qui ont émis. C'est un phénomène global. De même, le vivant, il ne faut jamais l'oublier, le vivant sur Terre, ne serait-ce qu'avec les successions du Quaternaire entre période glaciaire longue et période interglaciaire courte, chaque fois durant un glaciaire long, tout le vivant, pratiquement la quasi-totalité du vivant, était rassemblé entre les tropiques. J'exagère à peine. Et donc, il y a une solidarité globale en termes de biodiversité du vivant. Chaque fois qu'on touche les questions écologiques, il y a toujours une dimension globale et une dimension de solidarité. Ce que nous émettons, nous, c'est la planète en général qui va en essuyer les pots cassés. Et effectivement, même si à l'échelle locale, les effets sont différents, n'empêche que si on monte trop en température, écoutez, à ce moment-là, on n'a plus qu'en gros que le Groenland pour s'en tirer. Donc, tout le reste le paie très cher. Donc, ça, c'est extrêmement important sur cette question de la solidarité. Et vous avez vu que dans une certaine partie de la société veut nous faire revenir à des attitudes anciennes. Alors, au-delà de ça, ce que je dirais, il faut être très clair là-dessus. Qu'est-ce qui met la planète à mal? Alors, avec le Covid, on est obligé de nuancer un petit peu. Ce qui met la planète à mal, de façon générale, c'est nos flux de matière et nos flux d'énergie. Vous connaissez ce chiffre qu'avait sorti Oxfam il y a quelques années, mais les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des gaz à effet de serre et les 50% les plus pauvres n'émettent que 10%. Donc en fait, c'est vrai pour les flux de matière, un Américain va être responsable d'un flux de matière avec ses achats d'à peu près 25 tonnes par an, un Français à 15, un peu moins maintenant, et un Africain entre 3 et 5. Donc, le niveau de richesse commande
de façon très directe la destructivité des uns et des autres. Il faut nuancer. Pourquoi il faut nuancer? Tout simplement parce que on a le facteur démographie qui existe aussi. Et on en a une preuve directe avec le Covid. Vous le savez, il y a un aspect naturel dans la crise du Covid, c'est que, en fait, là, le coronavirus, ce coronavirus-là, le Covid-19, vient d'une espèce de chauve-souris dont on a détruit l'habitat et qui, pour cette raison, s'est approché de grandes concentrations humaines en Chine. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'emprise de l'humanité au sol déstabilise les écosystèmes, détruit les habitats de nombreuses espèces, et du coup, on se trouve dans une situation de proximité entre habitats humains, parfois concentrés, mais pas toujours. Quand le HIV ou Ebola, ce n'est pas des habitats très concentrés, mais on a mis en relation des habitats humains avec des zones sauvages et des espèces animales avec lesquelles les êtres humains n'avaient jamais été en contact. Et comme vous le savez, 60% de nos maladies infectieuses sont des zoonoses, mais quand on regarde les maladies émergentes, les maladies nouvelles, le chiffre monte à 75%. Donc manifestement, on a un problème de montée en puissance des zoonoses. Et ça, c'est un lien direct avec la démographie et l'emprise. Alors, la démographie et nos exploitations, les déforestations, etc., mais beaucoup la démographie sur les territoires. Donc, on a aussi cette responsabilité-là. Et si vous voulez, ce qui devrait être la responsabilité de notre génération et des générations à venir, c'est d'inventer un modèle économique fondamentalement nouveau qui, au lieu de détruire, souvenez-vous ce que j'ai dit en entrant sur la manière dont l'économie néoclassique conçoit nos relations à la nature, mais qui aurait pour objet de réduire, enfin pas de réduire, de régénérer au lieu de détruire les écosystèmes. Franchement, on en est loin, mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas un rêve de l'esprit. On a déjà des moyens de le faire aujourd'hui. Si vous regardez l'agroécologie, si vous regardez des biens biosourcés en agroécologie, etc., vous pourriez satisfaire à cette exigence. Donc ça, je crois que c'est vraiment très, très, très important. Merci. Je vais passer la parole à quelques-uns. C'est la manip technique que je suis en train de faire. Je vais proposer à Frédéric Ménard, je ouvre le micro, d'intervenir. Rétablir le son, voilà. Vous m'entendez? Ménard. Oui, Vous oui. m'entendez? Oui, bonjour. Merci pour votre intervention, Dominique, que j'écoute, que je lis, ainsi que d'autres qui, comme vous, êtes sur les mêmes sujets. Donc, j'ai une question, moi, sur les solutions derrière, parce qu'on en parle et vous en parlez depuis tellement longtemps que ça ne bouge pas. Les émissions de CO2 vont devoir être contraintes pour qu'on reste dans les budgets 2 degrés, voire 1,5 degré, etc. Donc, il va falloir en émettre moins. Aujourd'hui, on émet en moyenne 11 tonnes par personne en France, si on prend les importations. Il faut arriver en trajectoire bas carbone à 2 tonnes. Donc, il faut réduire drastiquement et pour tout le monde. Mais aujourd'hui, sur ces 11 tonnes, il y a de très, très grandes variations déjà, où il y a un écart type qui est énorme entre ceux qui vont consommer aujourd'hui 2 tonnes parce qu'ils ont quasiment rien, et ceux qui ont plus, et comme c'est lié à ce qu'on a, à ce qu'on possède, vont émettre 20 tonnes. Comment, concrètement, pour aller vers cet avenir, il faudrait mettre un nouvel indicateur en termes fiscaux, en termes de quotas de CO2, en termes de… Je ne sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, complètement. Non, là, oui. Merci, Frédéric. Oui, Frédéric, je vous renvoie aux propositions Retour sur Terre, la 35 propositions, qui va circuler sur pas mal de sites, mais qu'on a tout d'abord publié sur ma revue la pensée écologique, et qui va paraître sous forme de livre le 17 juin au PUF, un retour sur la planète Terre, et 35 propositions. Là, une des propositions phares qu'on proposait, mais alors évidemment pas facile sur le plan social à faire accepter, c'est carrément celle de quotas. Celle de quotas de consommation, si vous voulez. Alors, assis pour une part sur le carbone, mais pas seulement. Alors, l'empreinte écologique, de manière générale, intègre fortement les émissions de carbone, mais je vous le rappelais avec nos questions de flux de matière, on n'a pas qu'un problème de carbone, mais souvent, comme 80% de l'énergie primaire, encore aujourd'hui, est carbonée, quand on cible le carbone, on cible indirectement les autres consommations. Et donc, voilà, l'idée, ça serait d'avoir des quotas de consommation assis notamment sur le carbone et plus largement sur l'empreinte écologique, dynamique, c'est-à-dire qui se restreindrait d'année en année,
et pour atteindre nos objectifs. Parce que tant que vous êtes dans un marché ouvert, ben c'est très clair, vous le savez, c'est même le moteur de la croissance. Tous les progrès que vous pouvez faire techniquement, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez économiser en termes de ressources pour la fabrication d'un bien, voire même son usage, par exemple en termes d'énergie, eh bien tout ça fait que et le nombre de biens vendus s'accroît et que l'usage s'intensifie. Et donc les progrès techniques débouchent sur des flux qui, à l'échelle globale, ne cessent d'augmenter. Et donc les quotas, ce serait vraiment, alors c'est pas très vendable, hein, mais c'est vraiment le seul moyen, me semble-t-il, d'assurer sur un territoire, de mettre sur un territoire fin à un marché ouvert, qui fait que toute forme de progrès débouche toujours sur un surcroît des flux. Alors, et du coup, ben bien sûr, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait aucune règle sur les entreprises, mais déjà en soi, ça veut dire que vous allez drainer très fortement tout l'appareil industriel. Hein, prenons le sujet cher à Michel, prenons le cas de l'économie circulaire. Il est clair que si vous avez des quotas, eh bien évidemment, ce que vous allez dépenser dans vos quotas en achetant un bien biosourcé ou un bien très fortement recyclé, ça n'aura pas le même poids qu'un bien très lourd en matière première extraite. Et donc, du coup, bien indirectement, cette façon de faire va drainer très fortement tout l'appareil de production. En plus, aujourd'hui, on se perd, on détruit tout parce qu'on a orienté notre appareil de production vers de multiples petits objets. Je vous donne un simple exemple. On est en 2045 à Paris. On connaît pour la première fois une pointe de 50 degrés, ce qui n'est absolument pas absurde. Et on est sur un fond de chaleur largement supérieur à 40 degrés depuis plusieurs semaines, avec des nuits qui ne descendent plus en dessous de 35. Vous imaginez que ça va être très favorable aux activités économiques. Vous pensez que vous aurez des touristes en masse qui vont faire du shopping à Paris avec une Seine réduite à un ruisseau dans un cloaque boueux et une température de 45 au plus fort de la journée. Bon, vous voyez bien que c'est absurde qu'on marche sur la tête et que nos priorités sont, excusez-moi, mais elles sont franchement débiles. Donc là, vraiment maintenant, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu, en tout cas des possibilités d'existence sur cette terre qui sont en train de se péjorer à vitesse grand V et de se restreindre. Et il faut enfin qu'on prenne le taureau par les cornes. Donc effectivement, cet instrument peut paraître disons un peu rude, mais je vois pas ça. Et si vous savez très bien que si vous jouez sur la fiscalité dans un pays comme le nôtre, et on l'a vu avec la crise des gilets jaunes, où le bas des classes moyennes dégringole, ça marche pas. Et je vous l'ai rappelé, vous-même vous venez de le rappeler, bah, effectivement, les différences de salaire font que si vous jouez sur le signal prix, bah, finalement, c'est ceux qui détruisent le plus qui vont pouvoir s'émanciper du signal prix. Donc il y a un problème, on n'aura aucune efficacité avec ça. C'est pour ça qu'on propose ça. Autre chose, si vous voulez, ce qui est aussi très important, c'est sur le plan agricole. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand vous consommez une calorie alimentaire, en général, enfin au minimum, c'est 10 calories fossiles derrière, et si, dans certains cas, ça peut être jusqu'à 30. Donc ça, c'est pareil, c'est absolument pas durable. On a une agriculture qui détruit les sols, on a une agriculture qui est absolument pas résiliente au changement climatique, et qui est une des raisons principales et de la destruction du vivant et du dérèglement du climat. Donc, je suis désolé, qu'est-ce que pense la FNSEA? On s'en fout. Là, c'est un impératif vital. Et on doit le faire de façon assez rapide. Donc, c'est pour ça que je parle c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant la différence qu'il y a entre le Covid et ça. Évidemment, il faudrait une humanité d'une sagesse infinie, puisque ce que je décide, j'envoie tout de suite les désagréments. Et je n'en vois en aucun cas les bénéfices immédiatement, puisque je ne les aurai que 20 ou 30 ans après. Ça, c'est sûr, vous en savez tous quelque chose, politiquement, ce n'est pas le genre de truc facile à vendre. Je vais passer la parole à Patrice Manuel, je pense que je l'ai aperçu tout à l'heure. Converser, non, Patrice oui. Manuel. Oui, non? Oui, vous m'entendez? Allez-y, Patrice. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'on dirait qu'il y a trois mondes. Il y a le monde des chercheurs, dont Dominique Bourg fait partie,
avec un certain nombre de chercheurs scientifiques qui ont des informations et ont travaillé sur l'évolution du climat et de la biodiversité. Il y a le monde du territoire de proximité. Moi, j'ai agi dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le terroir du Madeira, où on a essayé avec des agriculteurs de travailler sur le respect de l'environnement et tout ce qui est lié aux pesticides. On voit bien qu'au niveau local, il y a donc des initiatives locales qui sont prises un peu partout. Et il y a de l'autre côté le monde politique, c'est-à-dire le niveau macro. Et la sensation que j'ai, c'est qu'il y a une distance absolument énorme entre le monde des chercheurs, le monde du local et ce monde-là politique associé à une forme de presse qui a l'air de fonctionner en fonction de ses propres intérêts, qui sont quand même, grosso modo, axés sur l'accumulation des richesses. Et moi, ma question est la suivante. Moi, je suis d'accord avec le discours tenu par M. Bourg. Comment, à un moment donné, faire prendre conscience à la sphère politique qu'effectivement, il faut agir de manière importante et stratégique pour construire une société qui soit basée non pas sur l'accumulation des richesses, mais sur le respect des hommes et des femmes au niveau de la fabrication au niveau de la fabrication de tout ce qui nous fait vivre, et également le respect de la biodiversité. Je souhaiterais quand même, j'ai un exemple, comment par exemple empêcher les lobbies des industries et des grandes entreprises de faire repousser les décisions prises en matière d'environnement. Le MEDEF tente de faire reporter les décisions de l'environnement. On voit bien qu'il y a une pression énorme auprès du personnel de la sphère politique, et comment effectivement à un moment donné on dépasse ce cadre-là et on essaie de faire en sorte qu'effectivement on ne fait pas porter la responsabilité simplement au niveau local. Alors, je complète, merci beaucoup. C'était une autre des questions qui tourne un peu, c'est est-ce que nous n'avons pas une approche territoriale nouvelle à inventer? On va essayer d'aller dans cette deuxième partie de notre atelier vers quelles sont les clés ou les points sur lesquels la réflexion doit être plus poussée. Alors, oui, je comprends très bien la question. Elle est fondamentale. C'est bien les trois mondes qu'on doit faire se rejoindre. Si on n'arrive pas à les faire se rejoindre, on n'avancera pas. Alors, pour revenir déjà sur le monde des chercheurs, sur certains aspects, hein, je prends par exemple la question du climat. Là, il faut que localement, on se rende bien compte de ça. Les premiers modèles de climat, c'est les années 60. Années 70, on en a déjà 2 ou 3 qui fonctionnent. Et puis, vers la fin des années 80, on va les voir se multiplier. Maintenant, il y a une cinquantaine de modèles qui doivent fonctionner, mais disons, il y a une dizaine de grandes familles de modèles qui doivent un peu exister. C'est depuis les années 60 qu'on sait ce qui va nous arriver. J'insiste là-dessus. Bon, et maintenant, tout un chacun commence à voir qu'il se passe quand même des choses bizarres et sur le vivant et sur le climat. Et je pense que la société bouge. Hein. Quand vous avez plusieurs sondages entre novembre et janvier, outre celui que je rappelais tout à l'heure, mais les autres montraient qu'on était à peu près systématiquement, quelle que soit la question posée, sur, en gros, en France, à peu près 55% des gens qui avaient compris qu'ils n'échapperaient pas à une forme de sobriété. Attention, la sobriété, ce n'est pas la 16, hein, à une forme de sobriété matérielle. Je pense que ça, c'est une idée qui avance dans la société. Alors maintenant, effectivement, si on fait à l'encontre et en contraignant les gens, on n'arrive à rien et on ne fera rien. Ça, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Dans notre programme, on propose justement ce qu'on appelle le revenu de ma collègue et amie Sophie Svaton. On propose un revenu de transition écologique. Et il est en train, et autour de coopératives de transition écologique, il y en a une qui existe déjà depuis plusieurs mois à Grande-Synthe. Il y en a une qui est sur le point d'exister, dans l'Aude. Il y a un projet aussi à Épinal. Je peux vous dire que la fondation qui promeut ça et l'association en France qui est liée à cette fondation a une oreille très favorable du côté de la Commission, du côté de la BEI et aussi du côté des pouvoirs publics français. On espère qu'ils se saisiront de cette proposition. Mais là, l'idée, c'est précisément de faire avec les gens. Et dans un cadre coopératif où effectivement chacun est à la fois et l'employeur et l'employé.
et où il ne s'agit pas de forcer, mais il s'agit, si vous voulez, dans un premier temps, tant que le modèle plus global n'a pas changé, d'encourager par un revenu complémentaire qui n'est pas nécessairement pécuniaire, il peut être en termes de prêt de terre, etc., eh bien pour rendre rentable des activités qui aujourd'hui, avec le marché tel qu'il est, ne le sont pas, mais pour basculer un peu la société de telle sorte que ces activités finissent par devenir rentables. Et là, notre idée dans ce qu'on propose dans ce livre, c'est plutôt d'avoir une gestion par objectif, et des objectifs qui sont toujours calés sur des objectifs internationaux, pas tous, mais un certain nombre, bien sûr. En tout cas, tout ce qui va concerner l'écologie, c'est forcément calé sur des objectifs internationaux. Mais évidemment, c'est les acteurs sur place qui doivent trouver et mettre au point les moyens d'y parvenir, alors avec une aide, etc. Et en fait, c'est la même chose que le Covid. Si on impose d'en haut des règles sanitaires sans avoir discuté avec les branches professionnelles, les professions diverses, comment dans le détail on les met en œuvre, ça ne peut pas bien marcher. Et Delfraissy lui-même était très favorable au fait qu'il y ait, à côté du conseil scientifique, un conseil citoyen où remonterait tous les savoir-faire, si vous voulez, des territoires. Parce qu'il n'y a que lorsqu'on est sur le territoire qu'on voit comment, effectivement, et par quels moyens divers, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre, on peut arriver. Dans ce qu'on appelle l'agroécologie, par exemple, l'éventail il est énorme. On est face à des diversités de faire. Et puis encore une fois, on est sur des objectifs. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas dans la minute qui vient forcément le bon moyen. On va le parfaire et l'améliorer d'année en année. Donc, bien sûr, il faut arriver à faire se rejoindre ces mondes. Ce n'est pas le chercheur qui, depuis son bureau, pourra vous dire comment, localement, on peut faire. Lui, il peut vous dire, peut vous indiquer, ah ben attendez, à tel autre endroit, localement, on a trouvé un truc qui est pas mal. Allez regarder. Voyez si c'est un sens pour vous. Ça peut être ça le rôle du chercheur. Ça ne peut pas être de vous dire et de faire à votre place. Ça, évidemment, ça ne marche pas. Donc, si on n'a pas, et de manière plus générale, une démocratie qui arrive à mieux mailler les initiatives locales et puis ce qu'on fait à plus grande échelle, on n'y arrivera pas non plus. Et puis pour le MEDEF, il y a le MEDEF d'un côté, mais le patronat reste un monde très divers. Et dans les chefs d'entreprise, vous avez une gamme d'individus qui est aussi diverse que dans le reste de la société. Et je ne sache pas que tous les chefs d'entreprise, j'en ai pas mal dans mes amis, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas du tout sur la ligne de monsieur, je crois, de Bézieux, si je ne me trompe pas. Merci. J'ai encore 2 ou 3 personnes qui souhaitent poser des questions. Si je propose à Christine Jaguenot, qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, ravi de vous écouter et ravi de pouvoir intervenir. Merci. Alors moi, je suis très intéressée par tout ce que vous venez de dire, mais je sens des oppositions finalement qui me gênent. Pour agir, moi j'ai l'impression monsieur parlait tout à l'heure des 3 mondes qui ne se parlaient pas. Moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on agisse enfin de concert à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'Europe. Il est pour moi totalement évident que la mise en place d'une politique il n'y a pas de protection de l'environnement, il ne s'agit plus de le protéger, il s'agit de contrecarrer maintenant le réchauffement compte tenu des chiffres que vous avez annoncés, monsieur Bourg, tout à l'heure. Donc, pour moi, l'action, elle doit être impérativement continentale, le but étant de créer des cadres qui soient des cadres forts. Et quand je vois qu'au niveau national, François-Michel Lambert le sait très bien, quand on a une SBMC ou un plan pluriannuel de l'énergie, pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il manque d'ambition et qui sont plus conservateurs qu'autre chose, on est mal engagé. Pour reprendre une expression de ma petite fille, on est mal engagé pour créer un cadre continental qui soit véritablement un cadre volontariste. Donc, je pense qu'il y a une première action à ce niveau-là qui est hyper importante. Et du coup, ce cadre-là doit pouvoir nous permettre d'agir effectivement au plan le plus local possible. Parce que c'est en ajustant ces cadres-là à nos réalités dans les territoires
Je viens de voir passer un post d'Arnaud Leroy sur une position, par exemple, sur ce qui se passe en ce moment sur la production élec. Bon sang de bois, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à gérer production et consommation électrique locale, en particulier pour les besoins qui sont les besoins résidentiels? Ça, c'est des choses qui, pour moi, sont totalement incompréhensibles. Et puis, le troisième volet, vous l'avez cité également, Monsieur Bourse, sont les entreprises. Moi, je suis responsable dans une PME, j'ai 180 personnes. Je n'arrive pas à trouver du PVC recyclé pour fabriquer mes profilés. Je n'ai qu'une envie, c'est de passer au 100% recyclé. Bon sang de bois, je n'y arrive pas. Comment est-ce qu'on arrive à faire rencontrer ces trois mondes, créer les cadres pour que ça agisse? Parce qu'effectivement, si j'arrive à faire du recyclé, derrière, je vais créer de l'emploi local, je vais restructurer, je vais arrêter de tirer sur les ressources fossiles. On va rentrer dans ce schéma-là, dans ce schéma qui est profondément vertueux. Et c'est ce système vertueux qu'il nous faut aujourd'hui mettre en place de façon impérative et extraordinairement urgente. J'ai hurlé il y a quelques semaines, pareil, François-Michel Lambert s'en souvient, lorsque dans le cadre des négociations sur la loi anti-gaspillage, justement, la possibilité d'interdire l'enfouissement a été rejetée à l'Assemblée. Je crois que c'était Éric Alauzet qui portait le projet. On n'arrive pas à avancer. Donc, comment aujourd'hui, en allant dans la rue, enfin, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut véritablement avancer sur ces trois plans? Et les trois plans, pour moi, sont absolument indissociables. Quelle est votre position là-dessus? Parce que c'est vrai que… Merci Christine, parce qu'il nous reste 10 minutes. Je vais permettre à d'autres d'intervenir. Dominique, effectivement, on cherche tous la clé. Oui. Alors, je voudrais partir de la fin du propos de Christine Jagnot. Effectivement, si vous n'avez pas une règle sur un territoire qui vous impose un seuil assez bas au départ et dynamique, c'est ce qu'on avait proposé avec deux industriels, Romain Ferrari, François Grosse, il y a 3 ans dans une tribune dans Le Monde. Du temps du lot, on avait essayé de faire passer ça dans la feuille de route sur l'économie circulaire, mais en fait, c'est d'autres industriels qui ont bloqué. Et si on ne fait pas ça, eh bien, vous aurez exactement les difficultés dont vous parlez, vous les rencontrez toujours. Il y a encore quelques temps, il y avait une magnifique entreprise de recyclage qui a fermé ses portes. Dans un premier temps, un marché, ça se crée. Et ça se crée un peu au forceps. Une fois qu'il est créé, après, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et là, on a besoin d'un cadre des autorités publiques pour faire que précisément certaines activités qui sont aujourd'hui techniquement possibles deviennent rentables. Elles ne deviennent rentables que parce que le règlement va imposer un minimum. Puis après, ça va monter en puissance de ce moment. Ça, c'est pour répondre à la dernière partie de l'entretien. Et franchement, tout ce qu'on a détruit en termes de recyclage, je sais ça parce que j'ai un ami industriel dont c'est vraiment la spécialité, je trouve ça assez effrayant. Maintenant, pour revenir, si vous voulez, à la chose politique. Moi, il faut vraiment, et c'est fondamental à mes yeux, si vous voulez, aujourd'hui, on doit changer un cap de civilisation. Notre civilisation, elle s'est construite comme ça depuis la fin du XVIe, mais elle est devenue très opérante sur ce plan-là, plutôt dans l'après-guerre avec les 30 Glorieuses. Notre idée était que la seule finalité qui existait dans une société, c'était de s'enrichir matériellement. Tout le monde était d'accord là-dessus. Et puis, on pouvait s'écharper sur quel est le meilleur moyen de s'enrichir le plus. Est-ce que c'est la libre entreprise? Est-ce que c'est la rationalisation de la production? Et ensuite, une fois qu'on a produit de la richesse, on pouvait s'écharper sur les façons de la répartir. Est-ce qu'il fallait aller plutôt vers une répartition arithmétique, plus égalitaire, ou une répartition géométrique? Là, vous avez la droite et la gauche pendant des décennies. Aujourd'hui, notre objectif maintenant, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est effectivement de sauver l'habitabilité de la Terre. Et mieux que ça, c'est de régénérer, sinon on ne s'en sortira pas, régénérer les écosystèmes, régénérer les sols. Ça doit être notre objectif. Et pour ce faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le choix. Il faut resserrer les inégalités de revenus. Je dirais que ça doit être le cap d'une civilisation nouvelle. Et puis à partir de là, il est extrêmement important que vous ayez à nouveau une droite et une gauche, qu'on puisse faire varier le curseur sur chacun de ces objectifs. C'est humain, il n'y a pas de société, vous n'avez pas de pluralité sans ça. Et moi là-dessus, je reste foncièrement libéral. C'est absolument important qu'il y ait une pluralité d'actions et d'opinions, mais sur des objectifs communs. Et donc, on est dans cette époque charnière où certains commencent à le comprendre, d'autres pas, où c'est très, si vous voulez, où c'est très, très compliqué. Mais au moins, essayons de nous entendre sur le fait qu'il est urgent
urgentissime de changer de cap. Et là-dessus, les propos de M. de Bézieux sont intolérables. Parce qu'on sait, on a les connaissances. Il n'y a aucun doute. Si je vous le rappelle, le premier modèle du climat, c'est il y a 60 ans. Ce n'est pas une question d'idéologie. Si vous voulez, refuser ça, c'est être comme Trump. Sans sa grossièreté, mais en fait, c'est à peu près sur la même longueur d'onde. Merci. Dominique, je rebondis sur les questions que l'on a sur notamment la liste de conversés et qui reviennent sur ce que tu as dit, resserrer les inégalités de revenus. En ce moment, il y a un sujet dans cette crise, c'est la place des personnes qui n'ont pas de l'égalité à être sur notre sol national, ceux que l'on nomme les sans-papiers, et qui sont pourtant une réalité évidemment physique, humaine, et qui subissent de la même façon que quelques humains sur la place, sur notre sol national, la pandémie. Ces sans-papiers sont aussi des forces, sont aussi des atouts. Comment notre société peut tout à la fois répondre à ces urgences d'un côté, mais aussi savoir intégrer de l'autre. C'est un enjeu que l'on essaye de tenir. Comment toi tu le perçois? Je rebondis sur ce que tu as dit, resserrer les inégalités de revenus, c'est aussi rassembler dans des droits le plus proche possible de toute personne étant sur notre territoire, français, européen, s'entend à chaque fois dans mes questions. Bien, je pense que, alors là on est sur une question extrêmement délicate, hein. Ce qui se passe en mer Méditerranée est quand même effrayant. Je pense que l'histoire aura un regard sur nous pas très favorable. Et en même temps, c'est aussi un énorme problème, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on ne voit pas bien comment on pourrait éviter une baisse de PIB. Alors, je ne parle même pas des suites, mais on ne sait pas trop comment, si vous voulez réduire enfin, on ne sait pas tout simplement comment réduire nos flux de matière et nos flux d'énergie à PIB croissant. Ce n'est pas agréable à entendre, hein, ça s'appelle la décroissance, ce n'est pas très agréable à entendre. Alors attention, c'est compliqué parce que si on réinvestit dans nos infrastructures, probablement dans un premier temps, on ne va pas baisser le PIB et ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis on ne va même pas non plus dans un premier temps baisser les flux de matière, mais c'est pour les baisser de façon plus drastique après. Donc les choses peuvent être complexes. Mais donc du coup, si nous-mêmes, on sait s'orienter vers une civilisation nouvelle, et d'une certaine manière, il sera plus facile de faire comprendre aux autres qu'on ne peut pas le faire avec une population qui va être indéfiniment croissante. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver une espèce d'intermédiaire entre le droit premier à la reconnaissance de l'humanité de l'autre, qui s'appelle l'hospitalité, et puis le fait, effectivement, de ne pas avoir des frontières indéfiniment et absolument ouvertes. Et on ne peut le faire qu'en reconnaissant le droit à vivre de tous les autres et en ayant une politique plus solidaire d'adaptation de part et d'autre à nos structures, à un impact, le nôtre, qui va décroître. Et ce n'est que si on réussit à faire savoir et faire connaître qu'on détruit, qu'on diminue, qu'on détruit notre destructivité et qu'on diminue vraiment notre impact sur l'aptitude à vivre sur cette terre, qu'on peut plus légitimement faire la part entre l'hospitalité et le fait que nos territoires ne sont pas non plus indéfiniment ouverts à des flux migratoires. C'est une ligne très difficile à tenir, mais c'est probablement la seule possible à un moment donné où on va déstabiliser les flux migratoires. Et justement, si on ne fait rien, si on ne sait pas drastiquement diminuer notre empreinte écologique, eh bien, on aura des flux gigantesques et rien ne tiendra. Donc la conclusion, c'est plutôt que de focaliser sur des personnes qui sont déjà là, trouvons à les intégrer. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'ambition à venir en Europe parce que nous gardons un équilibre. Effectivement, c'est jamais très simple. Il reste 5 minutes. Parce que même l'Europe,
Non, mais si on fait comprendre que l'Europe décroît et que l'Europe va réduire sérieusement sa part à la destructivité générale et qu'elle entre dans une politique de collaboration avec ceux qui vont être dans une difficulté extrême compte tenu de nos émissions passées, c'est sûr que c'est plus facile de dire ben non, les flux ne peuvent pas être ouverts de façon indéfinie, que si on se renferme sur une richesse dont on connaît parfaitement la destructivité. Merci. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais proposer à Jean-Christophe et puis à Caroline de poser l'un et l'autre la question et tu répondras aux deux questions en même temps. Rétablir le son. Je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, plus qu'une question, enfin, j'avais une interrogation suite au Covid. C'est que, bon, on a vu que le système, les institutions n'avaient pas fonctionné. Et on voit sur l'écologie aussi tout ce qui n'a pas été fait d'un point de vue politique depuis des années et des années. Je pense que l'idée d'une plateforme collaborative, un petit peu comme celle du jour d'après, mais beaucoup plus poussée, faisant appel à l'intelligence collective du local au national et qui soit supportée par les citoyens, peut donner une force à passer tous ces corps intermédiaires qui bloquent les décisions depuis des années. Tous les corps intermédiaires, tous les lobbies, toutes les pressions. C'est-à-dire que la pression citoyenne lui donner le même poids qu'à ces lobbies. Donc ça, je pense que c'est une idée qui peut être développée suite à l'analyse du Covid-19. Parce que ça n'a pas fonctionné, on la voit, et il faut faire fonctionner quelque chose. Et je pense que le citoyen peut porter l'élu. Aujourd'hui, l'élu, je le trouve des fois bloqué. Merci. Alors, merci Jean-Christophe. Je vais passer la parole à Caroline pour qu'on puisse donner du temps à Dominique de répondre. Hop. Caroline, bonjour. Non. Hop, rétablir le son. Son micro, Caroline, simplement. Voilà, oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y, Caroline. Bonjour, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas tant une question, c'était une proposition de solution que je voulais soumettre à votre jugement. Ça fait quelque temps que je pensais, avant existait ce qu'on appelait un service militaire obligatoire, parce que c'était une manière de créer de la cohésion contre un ennemi que l'on jugeait à cette époque important. Aujourd'hui, notre ennemi, c'est effectivement le changement climatique. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas développer un service obligatoire pour la planète qui ne serait pas forcément pour une catégorie, on va dire, d'âge, mais qui s'appliquerait à 10% de la population et qui, à ce moment-là, on dirait, vous, pendant un an, vous devez appliquer effectivement un certain nombre de mesures pour appliquer ce que vous diriez quelque part ces quotas sur le carbone, alors qu'il serait sur le transport. Vous n'aurez pas le droit d'utiliser de transport carboné. Vous devrez faire attention à vos modes de consommation, etc. Je me disais que ce type de mesures, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que les changements qu'on doit mettre en place sont des changements assez radicaux. Il ne faut pas qu'on diminue, par exemple, petit à petit. Il y a certaines choses, ça va nécessiter forcément des changements d'habitude. Et si on appliquait ça, quel que soit le territoire qu'on vit, quelle que soit la personne qu'on est, quelle que soit la fonction qu'on est, ça veut dire aussi que nos employeurs devront s'adapter, ça veut dire que nos foyers, nos modes de vie devront changer. Et on se dit, pendant un an, vous avez cette contrainte-là et vous devez l'appliquer. Et forcément, peut-être que ça pourrait générer des changements. En plus, on se rend compte aujourd'hui avec l'épidémie, on nous a tous mis quelque part en confinement, et que les gens ont accepté cette situation et ont dû adapter leur mode de vie en fonction de ça. Alors effectivement, face à une contrainte très forte, mais peut-être qu'on pourrait développer un concept de ce type-là qui permettrait de faire évoluer nos comportements et aussi derrière aussi, de s'appliquer à quelle que soit notre situation personnelle. Voilà, c'était une question, une idée. Une question qui, sur la boucle, fait des rebonds. Donc, c'est une idée qui arrive comme ça. Peut-être Dominique l'avait en tête.
Donc, entre la remarque de Jean-Christophe et de Caroline, Dominique. Très vite, et puis après, je vais être obligé, les amis, de vous laisser. Alors, déjà, pour la remarque de Jean-Christophe, oui, alors ça, je suis absolument persuadé de ça. On a des institutions qui, pour le moment, bloquent les choses. Et on a un problème tout simplement avec la Ve République, je veux dire, avec son côté très pyramidal. Et surtout en matière d'environnement, on n'arrive vraiment à changer que si on comprend les choses. Et pour les comprendre, il faut y participer. Si on n'y participe pas, si on ne met pas la main à la pâte soi-même, on n'est pas dans le coup et tout. Et ça, je crois que l'environnement, c'est quelque chose de suffisamment intime. Si vous voulez, parler de dictature écologique, c'est une imbécilité parce qu'une dictature, elle est là pour sauver la consommation d'un petit nombre. Et je vous l'ai dit, c'est ce petit nombre qui détruit le plus. Donc, une dictature écologique, c'est une contradiction dans les termes. L'écologie, c'est forcément tabler et parier sur l'intelligence du plus grand nombre. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Alors maintenant, pour la proposition de Caroline, pourquoi pas, oui, ça serait pas mal d'expérimenter ça, mais il ne faudrait pas qu'on expérimente trop longtemps, il faudrait après qu'on change d'échelle. Mais expérimenter, effectivement, comme on a fait avec le Covid, on a expérimenté autre chose, mais expérimenter une vie bas carbone tour à tour, ça pourrait être, pourquoi pas, une chose intéressante. Cela dit, vous savez, si l'avenir est ce qu'il semble devoir être, c'est-à-dire avec des énergies fossiles qui vont se raréfier, dans les campagnes, vous aurez essentiellement l'huile de coude animale et humaine. Et donc, forcément, il faudra qu'on aille tous porter un coup de main. Ça fait un peu colco, j'en suis désolé, mais porter un coup de main. Par exemple, il y a une ville au Pérou qui a fait ça pendant des décennies. C'est une ville de 300 000 habitants, c'est pas rien, pas très loin de Lima, où pendant des décennies, les gens, systématiquement, tous ceux qui étaient en forme, qui pouvaient le faire, allaient porter main forte au champ et pour préparer les sols et pour les récoltes. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas absurde à l'avenir. Alors, vous voyez, en tout cas, c'est quand même assez en rupture. C'était ce qu'on attendait. Si tu as une minute, parce que la question revient souvent, quel est le rôle du consommateur? Comment l'amener à être consommateur? Beaucoup de craintes sont que finalement, ça soit l'écume, pardon pour le terme, ou que ce soit une partie seulement des Français, de la population qui dit cette crise va me faire changer de comportement, et qu'une autre grande partie n'est pas l'envie, la perception, je ne veux pas dire la compréhension, mais l'idée que c'est tout de suite qu'il y a des changements de consommation, parce que pour mille et de raisons, sans les juger. Et justement, c'est la question, le citoyen, consommateur, comment ça aussi tu l'as travaillé? C'est pour ça que je propose les quotas. Si vous voulez, en termes d'écologie, on n'arrive à un résultat que si on change d'échelle. Donc, si on laisse les gens vertueux agir, c'est sympathique, ils sont très fiers d'eux-mêmes, mais ça ne fera pas bouger le public. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut maintenant tout faire pour le faire comprendre. C'est par nos consommations finales que le problème arrive. Donc, c'est ça qu'il faut cibler. Et effectivement, des quotas, au début, ça va empoisonner qu'un très petit nombre de gens. Parce qu'il n'y a qu'un très petit nombre de gens qui va être affecté. Et puis petit à petit, voilà, on resserre les taux. Mais au bout du compte, le monde qu'il convient de construire, c'est un monde beaucoup plus agréable. C'est un monde moins violent parce que vu le resserrement, il y a moins de tensions sociales. C'est une vie où, comme on a rapatrié localement un certain nombre de choses, on est moins sujet à une espèce de compétitivité sauvage. C'est un monde où notre santé, petit à petit, ira mieux. C'est un monde qui sera plus facile à vivre. Là, je ne sais pas si vous avez vu ce patron suisse qui s'inquiétait parce que c'est horrible. Les gens entendent à nouveau les chants des oiseaux. Ils sont à nouveau moins stressés. Il y a moins de bruit dans la rue, mais c'est horrible. Ils ne vont plus vouloir consommer. Voilà. Ça, non, je pense qu'on peut faire une vie. Si vous voulez, il y a le côté contraignant là au départ, mais une fois qu'on est rentré dans cette nouvelle manière de voir, c'est plus de la contrainte, c'est au contraire plutôt un accroissement du bien-être qu'on doit viser. Et je m'arrêterai là si vous voulez bien. Merci beaucoup Dominique pour cet échange. Alors j'aurais posé, si tu as encore une seconde, sur de nouvelles formes de comptabilité qui intègrent, au-delà de la seule richesse économique, financière, les autres richesses sociales et environnementales. Est-ce que ce n'est pas aussi une des clés?
je dirais même la clé pratiquement. Parce que ce qui nous a amené à la ruine, c'est qu'on a voulu tout quantifier et tout réduire à la richesse matérielle. Je vous ai dit, on fait pas de shopping dans une ville à 50 degrés. D'accord. Et donc, non, le bien-être, enfin, et on sait en plus maintenant, on sait très bien, et là, moi, je participe à toute une enquête là-dessus, là, pour la ville de Genève, mais on sait très bien que le bien-être, il exige un minimum matériel, mais le surcroît de consommation matérielle, au contraire, le détruit. Et donc, il est extrêmement important dans nos décisions d'avoir une multitude de critères. Merci. L'analyse à coût-bénéfice et imposer ça à tous, c'est une catastrophe. C'est ce désert brûlant vers lequel on va et on y arrive très rapidement quand on a une analyse monocritère. Donc, je ne vais pas te bloquer plus parce que je crois que tu as des obligations. Je me permets de dire à nos spectateurs que nous avons un atelier sur l'économie circulaire. C'est Hubert Julien Laferrière à 16h. J'y serai aussi pour aller dans de l'opérationnel. Et sur cette comptabilité intégrée, j'animerai moi-même un atelier le 7 mai à 17h30 avec des chercheurs et des experts, notamment de compta durable, qui expérimentent en ce moment cette approche d'une comptabilité qui arrive à mesurer au-delà du seul bilan financier, mais aussi les apports sociaux ou les pertes sociales, les apports environnementaux ou les destructions environnementales d'une structure. Donc, on aura ça le 7 mai à 17h30. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. À Dominique. Et nous avons encore beaucoup à partager. Le jour d'après, le site attend vos réflexions. C'est un partage citoyen. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir Michel. Merci.